Les cryptos ont prouvé qu'elles sauvaient des vies grâce à leur facilité d'usage. C'est le tweet qu'a épinglé sur son fil le vice-ministre ukrainien chargé de la transformation numérique, Alex Borniakov. On va décrypter ensemble en plateau et avec un intervenant à distance ce rôle des crypto-monnaies, crypto-actifs dans le conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine. Avec moi donc en plateau d'abord Stanislas Barthélémy, consultant dans l'équipe blockchain partner de KPMG qui regroupe des experts pluridisciplinaires, tous passionnés évidemment par les technologies de web décentralisées. À côté de vous, Stanislas Mako qui est le fondateur président de CalArt, plateforme française qui veut lever les barrières techniques au développement des NFT mais aussi aux transactions sur la blockchain. Et nous avons en visio connecté avec nous Charles Kremer, cofondateur de The Blockchain Group, directeur général aussi de sa filiale, la blockchain XDev. Bonjour à tous les trois. Blockchain Group, juste pour préciser, c'est une société, la seule d'ailleurs, cotée en France, spécialisée dans la technologie blockchain. Donc trois grands spécialistes. On va commencer d'abord avec le consultant KPMG, Stanislas Barthélémy. Ces monnaies numériques, elles se sont particulièrement illustrées dans les appels aux dons. On parle de plus de 100 millions de dollars qui auraient été collectés depuis le début du conflit en février. Pourquoi ce recours à la monnaie numérique pour l'appel aux dons ? Parce qu'en temps de conflit, en l'occurrence ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est pas si évident que ça de faire des transferts transfrontaliers avec les systèmes bancaires traditionnels. Et donc on voit que les caractéristiques intrinsèques des cryptoactifs, c'est-à-dire assez liquides, de pouvoir assez aisément les transférer à moindre frais en passant les frontières, et que c'est ça dont il est question, ont été utilisés en l'occurrence par le gouvernement ukrainien, et de lever des fonds assez rapidement en faisant appel aux communautés crypto et aux entreprises du secteur. Parce qu'on dit toujours que la crypto-monnaie c'est compliqué, que la blockchain c'est complexe. Là vous nous dites finalement ça a simplifié les collectes de dons. Tout à fait, il a suffi d'un seul tweet de la part du ministre Fedorov avec les adresses, et puis la communauté crypto, les entreprises ont pu copier-coller cette adresse et envoyer de la crypto quand on en a. Avec un gage de confiance, puisque ça venait du gouvernement ukrainien. Il y avait un doute au début quand même sur la provenance de ce tweet-là. C'est facile d'hacker un compte sur Twitter, de mettre l'adresse et donc de faire, on va dire, une forfaiture assez simple. Ça a été confirmé par plusieurs sources ensuite. Donc il y a eu un petit laps de temps de doute. Une fois que ça a été confirmé, il y a eu une vraie stratégie de la part du gouvernement, effectivement. Et vous êtes d'accord avec cette phrase affichée sur le fil, justement, du vice-ministre numérique ukrainien ? Les cryptos ont prouvé qu'elles pouvaient sauver des vies, c'est fort. Plutôt, ils ont réussi à lever environ 100 millions de dollars qu'ils ont utilisés pour se fournir en vêtements, en gilets pare-balles, en nourriture. Et d'ailleurs, une partie des fournisseurs qui acceptaient les paiements, les acceptaient directement en crypto et pas en monnaie traditionnelle. Oui, alors on va en parler justement avec Charles Kremer qui est connecté avec nous du Blockchain Group. Ces crypto-monnaies, dans certains cas, finalement, on les voit se substituer aux devises nationales. Mais en même temps, elles se sont quand même révélées assez incapables de se substituer aux grands échanges internationaux. Quelle est votre analyse là-dessus ? Alors, ouais, je pense effectivement... Il y a un certain engouement aux crypto-monnaies dans le cadre de cette crise ukrainienne, mais en fait, on ne faut pas non plus dire que les crypto-monnaies ont remplacé, ont substitué finalement l'usage du cash, tout simplement parce qu'en réalité, le cash reste nécessaire en temps de guerre, ne serait-ce que pour émettre de la dette, ne serait-ce que pour alimenter la chaîne d'approvisionnement. Finalement, aujourd'hui, ça se fait à l'aide de cash. Donc en fait, c'est quand même relativement compliqué, et là, on voit aussi la limite finalement de l'utilisation de crypto-monnaies, c'est évidemment d'utiliser les crypto-monnaies dans évidemment la vie du quotidien, donc la chaîne d'approvisionnement, et donc en plus forte raison, j'ai envie de dire, en temps de guerre, où finalement on peut aussi se poser la question finalement parfois de la stabilité de systèmes finalement énergétiques, électriques, qui sont sous-jacents au fonctionnement des crypto-monnaies. Donc finalement on est aussi peut-être plus rassuré par l'utilisation du cash. Donc je dirais que les crypto-monnaies il y a eu un léger engouement, mais ça reste quand même assez marginal. Je pense si on prend le montant total des dons qu'ont eu l'Ukraine, finalement, les crypto-monnaies, le montant total en crypto-monnaies est assez marginal. Et puis dans le cas d'utilisation, au final, du cash ou des crypto-monnaies, finalement, le temps de guerre fait que finalement le cash est encore plus reste finalement la monnaie de référence par rapport aux crypto-monnaies pour les raisons que j'ai pu évoquer.
Quand vous dites le cash, vous voulez dire le système bancaire classique, traditionnel. Effectivement, parce que la crypto-monnaie aujourd'hui, c'est encore très peu connecté au monde réel, en réalité. Et donc, en plus forte raison, en temps de guerre, on a besoin de faire fonctionner la chaîne d'approvisionnement, d'accéder à des biens et des services relativement simples. Et aujourd'hui, c'est des choses qui sont malheureusement pas possibles avec de crypto-monnaie. Donc, en fait, le fait est que finalement l'État ukrainien lui-même, même si évidemment il va essayer autant que possible d'avoir des dons à travers des crypto-monnaies, il ne va pas s'en priver bien évidemment. Le fait est qu'il a besoin d'émettre de la dette, ce qui est évidemment beaucoup plus compliqué en crypto-monnaie. Et les habitants qui sont déjà, je pense, relativement peu éduqués aux crypto-monnaies, c'est peut-être pas le moment pour eux de s'éduquer quand il s'agit finalement de subvenir à ses propres besoins. Donc, il faut aussi regarder, je pense, la vision globale de la situation. Donc, il y a eu un effet positif, un engouement, la transparence, aussi le fait que ce soit beaucoup plus simple, finalement, de faire des dons, parce qu'on passe peut-être à travers des systèmes bancaires qui peuvent aussi faire défaut dans ce cas de figure-là. Mais pour la vie du quotidien, il y a plus forte raison en temps de guerre, si on pourrait dire le cash is king, quoi. Malheureusement, ou je ne sais pas si c'est heureusement, malheureusement, c'est la réalité. Donc c'est une vision assez contrastée finalement de la manière dont les crypto-monnaies et actifs ont pu être mis en lumière. Quelle est votre analyse sur ce sujet? On a vu quand même que ça avait une résonance politique forte, l'utilisation de ces monnaies numériques. Moi je trouve que l'utilisation des crypto-monnaies a une puissance géopolitique au final et devient un outil pour les gouvernements pour pouvoir réagir. Je crois que en termes de statistiques, il y a à peu près 10% des Ukrainiens qui sont sensibles aux crypto-monnaies ou qui en ont. C'est à peu près la même chose aussi du côté de la Russie. La Russie aussi... Il y a un niveau de sensibilité qui a dû, j'imagine, augmenter, Stanislas Mako, oui. dans le temps. Oui, pour moi, elle a augmenté et on a vu qu'aussi il y avait une augmentation des transactions au début de la guerre, notamment du côté russe, en termes de conversion de roubles en bitcoin. Et je pense que c'est pas pour rien. Il y a quand même une facilité d'accès à cette crypto-monnaie qui est peut-être presque plus facile que l'or. Enfin, aujourd'hui, derrière son ordinateur, on peut acheter du bitcoin. Je pense que pour aller acheter de l'or, c'est plus difficile. Et donc, je pense que à la fois du côté ukrainien... Donc là, vous me parlez de sécurité finalement, quand oui. On voit les conversions de roubles en bitcoin, c'est vraiment pour sécuriser ses économies. Oui, de valeur refuge, de capacité en fait à se dire pour des gens de classe moyenne, à partir du moment où ils ont accès à Internet, ils ont la capacité technique d'aller convertir leur rouble dans une autre monnaie qui est moins exposée que ce qu'on voit en temps de guerre. Après, il faut pouvoir s'en servir de cette crypto-monnaie au quotidien. Est-ce qu'en temps de conflit, c'est plus simple d'utiliser des crypto-monnaies que la monnaie nationale? Faire des virements bancaires, c'est pas si simple que ça. Avoir accès à des distributeurs de billets, c'est aussi compliqué. Alors je dis pas qu'aujourd'hui c'est plus utilisé que le cash, bien au contraire, mais on voit quand même l'irruption de ce sujet au niveau géopolitique. Dans le cadre de ce conflit, il y a un exemple des journalistes danois qui ont acheté une voiture, une Mazda en l'occurrence, en payant en bitcoin. Donc on commence à avoir des usages et c'est ça qui est assez intéressant, assez nouveau. Alors justement, oui, c'est l'émergence d'usages qu'on n'avait peut-être pas prévu aussi. En fait, les usages sont assez infinis, je pense, pour le coup. Il y a vraiment tout un certain nombre de cas d'usage qu'on voit même avec le cash, et en fait on s'en rend pas forcément compte. Je reprends le terme cash du coup, mais en fait oui, avec les monnaies fiduciaires, avec les monnaies fiduciaires et donc avec l'euro, le dollar et on va dire les monnaies étatiques, on a déjà des cas d'usage qui sont exceptionnels, et en fait on retrouve les mêmes cas d'usage avec les crypto-monnaies. C'est juste qu'on les avait oubliés. En fait, ils sont tellement ancrés dans notre usage courant. Certains ont pris, d'autres pas. Quand je parlais des échanges, des grands échanges internationaux, la Russie n'a pas utilisé la crypto-monnaie pour cela. Non, mais ils ont indiqué avoir un intérêt pour utiliser le bitcoin comme moyen de faire du paiement transfrontalier, notamment sur les livraisons énergétiques. C'est le cas d'ailleurs d'un député, on va dire éminent à la Douma, qui dit qu'avec les pays qui n'ont pas fait de sanctions, j'insiste là-dessus, qui n'ont pas sanctionné la Russie, je pense à la Turquie, à d'autres, qui pourraient utiliser le bitcoin comme moyen de paiement. Donc ça ne l'est pas encore, mais on a cette esquisse-là qui est quand même assez nouvelle. Alors, on va parler justement, on va commencer à rentrer dans ces sanctions. On a les principales plateformes d'échange de crypto-monnaies qui ont plutôt suivi les recommandations internationales. Si je cite Coinbase ou Binance, ils ont accepté en fait d'appliquer les sanctions et je dirais de cibler en particulier certains oligarques russes en les excluant de ces plateformes. Comment est-ce que vous voyez-vous cela se traduire? Est-ce que ça a eu un impact sur les transactions en crypto-monnaie? Et
quelles sont les conséquences pour les plateformes qui ne respectent pas ces sanctions? Est-ce qu'elles sont elles-mêmes pénalisées? Je vous pose la question, pardon, Charles Kremer. Ah pardon, excusez-moi. Alors, j'ai pas le sentiment qu'il y ait eu effectivement un impact assez significatif sur les volumes des transactions et sur le montant des cours liés à ces interdictions. Je pense que ce que je voulais dire, c'est qu'on voit finalement, par rapport à ce que vous dites, c'est qu'on voit finalement il y a une certaine forme de recentralisation. C'est qu'en fait, on aurait pu se dire finalement avec les crypto-monnaies, la blockchain, tous ces acteurs-là, les oligarques, finalement, ça aurait été un moyen pour eux d'échapper finalement à ces acteurs centralisés qui pourraient justement les bannir du système traditionnel. Et finalement, on retrouve cette forme de centralisation avec des plateformes d'exchange type Coinbase ou Binance qui finalement permettent à ces États finalement d'avoir une certaine forme de contrôle. Donc effectivement, ils vont s'exposer d'une manière ou d'une autre si elles ne respectent pas ces obligations, elles vont s'exposer, j'imagine, à des contrevenants. Donc, je pense que c'est ça qui est important, c'est que la blockchain reste complètement décentralisée, les crypto-monnaies, on peut tout à fait aussi se passer de plateformes centralisées comme celle dont on vient de parler, mais il n'en reste pas moins que c'est quand même celle qui aussi prévalent aujourd'hui, et voilà, elles ne permettent pas, elles n'ont pas permis, en l'occurrence, à ces oligarques d'échapper à ces... Est-ce qu'on est sûr de ça? Est-ce qu'on est capable de contrôler justement le respect des sanctions internationales auprès des plateformes d'échange en crypto-monnaie? Ce sont des entreprises qui ont pignon sur rue et qui ont parfois des licences pour proposer leurs services et qui sont sujettis à des obligations en matière de contrôle du client, know your customer, etc. Et donc il y a vraiment ce contrôle qui est fait en interne de respecter les listes de sanctions, notamment des États-Unis. On prenait l'exemple tout à l'heure de Coinbase. Coinbase utilise on va dire les listes des États-Unis. Les États-Unis, d'ailleurs, sur certains oligarques, avaient déjà flagué quelques adresses en crypto-monnaie. Ce qui fait que Coinbase ne permet pas les dépôts ou la création de comptes de ces personnes-là. Donc je suis assez en phase avec cette histoire de recentralisation. En réalité, c'est qu'il y a des nouveaux intermédiaires et ces intermédiaires étant régulés, ils doivent respecter les règles. Et finalement, ça fait rentrer tout ce monde de la blockchain, des crypto-monnaies, dans le rang du système bancaire classique, financier classique. Je pense que ça permet quand même aussi de faciliter les échanges transfrontaliers et on voit par exemple la Russie qui a été exclue du système SWIFT. Il est probable que le Bitcoin permette quand même de faire des échanges de manière plus simple qu'avec le système SWIFT. Enfin, sans le système SWIFT. Donc vous voulez dire que ça n'a pas vocation à contourner les sanctions, mais dans la pratique, c'est tout à fait possible d'utiliser le Bitcoin pour contourner ces sanctions. Oui, d'autant plus qu'on n'est pas forcément, comme disait Charles, on n'est pas forcément obligé d'utiliser ces plateformes centralisées. Oui. Elles sont là et elles simplifient forcément les échanges. Elles permettent d'ailleurs de faire des échanges aussi en monnaie fiduciaire à côté et donc de pouvoir convertir par exemple en dollars et donc de pouvoir acheter du pétrole ou je ne sais quelle ressource, voire des armes. Mais elles ne sont pas obligatoires. Elles peuvent très bien ne pas être utilisées. On peut utiliser des plateformes qui sont plus petites, qui, elles, échapperaient peut-être au contrôle. Il faut savoir qu'en France... Après, le problème, c'est qu'on atteint aujourd'hui les limites technologiques, je dirais, avec le Bitcoin. Aujourd'hui, il n'est pas capable de se substituer complètement à un système monétaire classique. C'est plus une limite, on va dire, économique et sociale que technologique. Et ça commence à changer. La capacité la vitesse des transactions, aujourd'hui, on n'est pas à l'équivalent de ce qui existe dans un système classique. Tout à fait d'accord, mais sur les paiements transfrontaliers, 2 à 3 jours pour faire un virement bancaire, c'est toujours infiniment plus que Bitcoin avec 10, 20 ou 30 minutes. Après, il y a quand même deux choses quand on parle de Bitcoin. C'est la valeur numérique qui circule, et c'est aussi l'infrastructure. Et donc l'infrastructure, c'est ça qui est utilisé aujourd'hui, c'est une infrastructure de paiement. Vous voulez réagir là-dessus, sur le fait que ces crypto-monnaies permettent dans la pratique de contourner les sanctions, Charles Kremer? Alors, en théorie, elles permettent, mais comme on l'a dit, effectivement, aujourd'hui, la majeure partie des échanges, même en crypto-monnaie, elles restent, on va dire, gouvernées par des plateformes centralisées qui sont, comme le disait Stanislas, qui sont soumis à les mêmes règles, particulièrement aux sociétés qu'on pignon sur rue, comme ça a été dit, aux mêmes règles que les autres. Donc, effectivement, elles permettent en théorie, sauf qu'en réalité, ça reste extrêmement difficile. Et finalement,
on a pu voir qu'il y a un certain nombre d'oligarques qui ont pu utiliser finalement les crypto-monnaies pour détourner finalement évidemment toutes ces interdictions dans le cadre de l'achat notamment de biens immobiliers à Dubaï. Donc on voit que là un certain nombre d'usages possibles, mais en fait ces usages possibles elles sont possibles dès lors que on a cette possibilité d'utiliser ces crypto-monnaies en dehors du système finalement du système de la blockchain, donc c'est-à-dire dans le monde physique, acheter des vrais biens. Et en fait, ça montre bien cette situation qu'on vit actuellement, la crise ukrainienne. Finalement, ça montre bien l'état des lieux d'où en est finalement les crypto-monnaies, où en sont les crypto-monnaies et la blockchain. Ça reste encore une majeure partie finalement des véhicules d'investissement, pas forcément de spéculation, mais des véhicules d'investissement, et pas forcément des véhicules encore aujourd'hui qui servent des cas d'usage, on va dire, du quotidien et utilisé par tout à chacun. Et je pense que ça montre bien ses forces, mais ses limites actuelles. Et alors, qu'en serait-il si on était face à un rouble numérique? Est-ce que la situation serait différente? Est-ce que la Russie pourrait gagner davantage d'autonomie par rapport au système financier mondial? Pas nécessairement, puisque si c'était une monnaie nationale numérique qui était installée. Une monnaie nationale numérique qui pourrait circuler sur blockchain si c'était permis. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, c'est pas vraiment une monnaie internationale, le rouble. Mais ce qu'on constate quand même, et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut déjà transférer des représentations des monnaies traditionnelles sur blockchain. Pour l'instant, on a eu un focus sur Bitcoin. En réalité, ça s'appelle les stablecoins, c'est-à-dire des dollars qui sont représentés sur blockchain, qui circulent sur blockchain et qu'on peut transférer. Donc il ne faut pas juste concentrer le débat sur Bitcoin comme monnaie efficace et non efficace ou qui n'est pas une monnaie, mais sur ces dollars qui peuvent circuler et a fortiori maintenant les euros qui commencent aussi à circuler là-dessus. Oui, c'est ça. Si on arrivait donc à cette situation avec un euro numérique, avec des monnaies transposées dans le système numérique, est-ce que ce serait plus compliqué d'appliquer des sanctions internationales ? Non, pas nécessairement. Parce que la force, on va dire, des blockchains, Bitcoin, Ethereum, etc., c'est qu'il y a une forme de permanence des données, mais surtout de transparence. Et donc, on peut avoir de la donnée, on peut analyser ces flux, voir les adresses, et avec les acteurs centralisés qui, a fortiori, ont les identités des clients. Donc, on dépendrait à nouveau de forme de banque centrale sur la blockchain. Pas de banque centrale, ça dépend de la manière dont c'est fait. C'est-à-dire que soit on émet une nouvelle monnaie, ce serait l'euro numérique au contour un peu étrange, on n'a pas beaucoup de détails là-dessus, ou alors les stablecoins qui circulent déjà, mais oui. Il y a un collatéral cash. Un pour un, c'est-à-dire que s'il y a un jeton qui représente l'euro qui circule sur cette infrastructure, il y a ou un euro qui est bloqué dans un compte bancaire. Donc il n'y a pas d'émission monétaire. C'est plus une forme de guichet, entre guillemets. On ne serait pas forcément dépendant d'une banque centrale ou d'une centralisation, mais plus d'un ensemble de guichets, comme le sont aujourd'hui les exchanges, comme ces plateformes centralisées dont on parle, comme Binance ou autres. C'est plutôt des lieux d'échange autour de la blockchain. La blockchain, elle, est complètement décentralisée et c'est plutôt les interactions avec la blockchain qui, eux, peuvent être centralisées. Donc il y a quand même plus d'interactions possibles, plus de plateformes possibles, plus de points de connexion qu'une unité centrale qui... et donc plus de possibilités éventuellement de détourner certaines décisions. Pas tellement, puisque quand on analyse aujourd'hui avec ces outils qui permettent de traquer, d'ailleurs c'est les gouvernements et les entreprises qui utilisent des outils comme ScoreChain, Chainalysis, les études qui sont faites montrent qu'il y a à peu près 0,15% des volumes qui financent des choses un peu illicites. Et c'est pas du terrorisme, c'est par exemple quand on hack une entreprise, on va faire un ransomware, on va faire une rançon en crypto. Donc aujourd'hui, théoriquement, pourquoi pas, mais il faut faire toujours la dichotomie avec la pratique. Aujourd'hui, on ne constate pas tellement d'utilisation, plus a fortiori que les monnaies traditionnelles. Alors, je voulais aussi revenir sur la question des dons. Donc, on a dit que les crypto-monnaies avaient été massivement utilisées à cette occasion pour les appels aux dons, en tout cas avec succès. Est-ce que le NFT, puisque vous êtes plutôt dans l'incitation à une nouvelle forme de transaction au travers de NFT, retrouver de la valeur avec le NFT, notamment dans l'art et demain, est-ce que vous imaginez que le NFT puisse devenir vraiment la monnaie d'échange centrale, je dirais, sur l'appel aux dons pour toutes les organisations, les ONG, en cas de crise? Alors, ce n'est pas forcément une unité d'échange, c'est plus un objet qu'on pourrait acheter pour lever des fonds. Là, par exemple, ce week-end, il y a eu 25 000 NFT qui ont été mis en vente pour lever des fonds au profit de l'Ukraine. Il y a eu des artistes aussi qui ont fait des œuvres et qui les ont mis en vente au profit de l'Ukraine. Et l'idée, c'est en fait que... Qu'est-ce que ça change ? Ça change que
ça crée une nouvelle forme d'actif qui peut être vendu, qui peut être aussi généré relativement facilement. Là, par exemple, les 25 000 NFT qui ont été mis en vente ce week-end sont les citoyens du monde. Et donc, c'est 25 000 personnages qui ont été générés aléatoirement. Donc, techniquement, artistiquement, ça n'a pas forcément pris énormément de temps à faire, parce que j'imagine que si on avait demandé à un artiste de créer 25 000 personnages, ça aurait été assez compliqué. Oui. Mais le but de cette cause fait qu'on peut se sentir, on peut vouloir acheter un NFT, même si cette représentation n'a pas été faite par un artiste. C'est un peu comme si on achetait le petit sticker de la Croix-Rouge quand on a le sticker qui est posé sur notre voiture à un feu rouge. Mais en fait, on peut acheter cette représentation qui est dématérialisée. Donc ça mobilise davantage. Ça mobilise potentiellement beaucoup plus de gens, parce que, pour reprendre l'exemple de la Croix-Rouge, quand ils doivent mobiliser leurs bénévoles pour aller faire des demandes de dons au feu rouge, quand ils organisent leur week-end de dons, je n'imagine pas la logistique de cette opération, mais elle doit être gigantesque. Et au final, les gens touchés ne sont que ceux qui s'arrêtent au feu rouge. L'avantage d'être sur Internet et d'être avec des NFT, c'est que potentiellement on touche tous les internautes, en tout cas tous ceux qui ont de la crypto-monnaie, ou si on passe sur CalArt, on peut fonctionner en euros ou en dollars. Donc on a une audience qui est beaucoup plus large, et en même temps on a aussi des potentiels de création qui sont tout aussi larges. Donc en fait on a vraiment toute une nouvelle zone qui s'ouvre. Alors, on avait en début d'émission une interview avec un expert cybersécurité de Checkpoint qui nous dit aussi autour de ce conflit, sur les appels aux dons, il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de faux appels aux dons. Alors, comment est-ce qu'on peut s'assurer, vous qui êtes des spécialistes de la blockchain, comment est-ce qu'on peut s'assurer que ces dons iront bien aux personnes auxquelles on a décidé de donner? Charles Kremer. Alors, comment on crée la confiance? Il n'y a pas je pense, de recette miracle, c'est extrêmement compliqué. Je pense qu'il faut, effectivement, il y a des principes de base qu'il faut essayer de respecter. Pour essayer d'éviter des problèmes, il faut utiliser autant que possible on va dire, les plateformes reconnues. Quand on parle de NFT, on peut penser à des plateformes comme OpenSea ou Rarible, effectivement, où eux-mêmes, finalement, qualifient les émetteurs de projets. Donc là, d'une certaine manière, on est quand même plutôt assuré d'éviter des arnaques, mais on peut aussi, comme ça a été dit effectivement précédemment sur Telegram, et dans le domaine des NFT ou du Web3, on utilise beaucoup Discord notamment. Il y a des arnaques sur Discord, sur des choses qui sont aussi très, très difficilement décelables et qui finalement malheureusement surfent aussi sur des choses aussi graves que la crise ukrainienne. Donc voilà, j'ai envie de dire, les principes de base, respectons l'utilisation des plateformes qui permettent de qualifier et d'authentifier finalement la véracité et l'authenticité des projets d'émission des NFT. C'est comme ça qu'on va éviter. Trouver le bon tiers de confiance. Stanislas Mako, vous vouliez réagir? Exactement. Oui, et pour aller dans le même sens, on le voit par exemple au sujet de l'Ukraine. Stanislas, tu disais qu'au début, il y a eu quand même un temps où on s'est dit, mais est-ce que le compte Twitter ne s'était pas fait hacker? Parce que c'était vraiment le compte Twitter de l'Ukraine qui disait faites-moi des dons au travers de ces adresses. Et au début, il y a eu un temps de flottement et les informations ont été confirmées par différents membres du gouvernement ukrainien, comme quoi, oui, cette information était vraie. Et il y a toujours effectivement cette crainte de se dire, est-ce qu'on n'est pas en train de se faire arnaquer? C'est vrai, c'est un vrai point. Et comme on est dans un monde décentralisé, il n'y a pas de possibilité de retour en arrière. Là où dans un monde bancaire, on peut se dire, en fait, j'ai une certaine sécurité, ma banque est là, et même pour une carte bancaire, par exemple, on a des assurances. Dans le monde de la blockchain, non, il n'y a pas d'assurance. À partir du moment où quelque chose a été fait... Ce qui explique le succès de certaines grandes plateformes d'échange, parce que ça devient des nouveaux référents, en fait. Exactement, des intermédiaires de confiance. Merci beaucoup à tous les trois. Charles Kremer, merci d'avoir été connecté avec nous, cofondateur de The Blockchain Group, directeur général de The Blockchain XDev. Stanislas Barthélémy, consultant blockchain et cryptoactif chez Blockchain Partner by KPMG. Et Stanislas Mako, fondateur et président de Carlat. On part en pause et juste après, on se retrouve pour les conseils du coach Startup dans Smart Tech.